copie, on te dit que ça doit être compréhensible par un enfant de 8 ans. Est-ce que tu as l'impression que là, un enfant de 8 ans, il comprend ce que tu écris? Et finalement, elle n'a pas eu tort, d'autant que je ne m'attendais pas à une formation de cette qualité-là, en fait. En fait, inconsciemment, tu vas le faire à 20% le truc parce que tu dis tranquille, chill. Si je me loupe, j'ai ça. Mais je recommande à personne non plus de se foutre dans la merde. J'avais même tendance à l'époque à me moquer du développement personnel en me disant mais les gens Ils sont capables de ravagés. se prendre par la main. Mais non, mais c'était, enfin moi j'y croyais pas en fait. Ouais. Et à chaque fois j'allais voir mon conjoint, je lui disais mais tu te rends compte, j'ai facturé 1200 pour ça. Il me disait mais t'es folle ou quoi? T'as les compétences, t'as tout ça. Il y a des gens qui facturent beaucoup plus cher que toi. Et donc au final dans le mois j'ai fait juste avec lui plus de 3000 €, quoi. C'est un vrai problème, ça me tue genre de voir que les gens ils quittent leurs études et ils apprennent plus rien de leur vie, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus rien. Merci à toi Jessica d'être là. Aujourd'hui on va parler de ton parcours, ce que tu fais. Moi je trouve ça, je me souviens on avait fait un live, c'était il y a 6 mois peut-être. Ouais. Et tu avais raconté un peu ce que tu faisais, moi ça m'a fait trop kiffer. Et donc là je pense que c'est l'occasion d'en parler, de ta vie pro actuelle plus le copy. Et pourquoi pas comment fusionner aussi les deux, les différents projets que tu peux avoir. Donc si tu peux juste peut-être te présenter en 2 mots, qui t'es tout simplement. Alors moi c'est Jessica, je suis mère au foyer avant tout. C'est comme ça que j'ai démarré le copy. Avec mon conjoint, on a décidé il y a 2 ans d'acquérir une ferme dans le Gers, donc pas très loin d'ici. Et en fait, au moment, moi j'étais encore en congé parental pour mes 2 petits derniers, et au moment d'arrêter le congé parental, la question s'est posée, puisqu'on était au tout démarrage de la ferme, quel allait être le revenu complémentaire à la ferme, Okay. Parce que tu sais comme moi que vivre d'une ferme, c'est pas gagné, même si on espère à terme que ça fonctionne. Et je suis tombée sur votre pub sur YouTube. Ok, ouais, moi je pensais que non, tu avais vu qu'on en a parlé juste avant, que la ferme tu l'avais déjà du coup dans la Drôme et que là tu l'avais en gros déplacé, que tu avais recommencé l'activité. Pas du tout, on n'avait pas pu s'installer dans la Drôme parce que ça coûte très cher et que les terres, ils se battent pour les avoir. Donc non, là-bas, mon conjoint avait passé son diplôme, lui il avait déjà bossé en tant qu'ouvrier agricole, Okay. mais on avait, et puis moi j'étais avec les petits, donc on n'avait pas eu l'occasion de lancer le projet, et on est venu ici pour lancer ce projet. Ok, ouais. Donc c'était vraiment le grand saut quoi. Genre, Mais ouais. C'était le saut vers l'inconnu, parce qu'en plus, malgré tout, on est 2 citadins à la base, hein, moi parisienne, lui il est d'Antibes, donc malgré tout, Oui, même si va. c'est la province, c'est une ville, Oui. et c'est une vie de citadins. Et voilà, ça a été une aventure. Mais le plus gros problème dans les exploitations de notre type, c'est justement la communication. Comment communiquer, comment arriver à faire de la vente en direct, puisque nous, on ne veut pas passer par des circuits, des circuits longs, en fait. On ne veut pas vendre à des magasins, on veut vendre à des gens, à la fois pour pouvoir valoriser nos produits et puis pour vivre dignement de notre activité, en fait, parce que les magasins, ils t'achètent à un tiers du prix que tu peux le vendre, enfin que eux le vendent. Et autant que, nous en plus, on peut se permettre de vendre moins cher qu'un magasin, du coup, sachant qu'on est quand même en agriculture biologique. Ok, ouais. Et on a aussi la main sur tout ce qui est conditionnement et conservation du produit jusqu'à l'étal, en fait. Parce que c'est pareil, hein, en général, ils te demandent de cueillir pas mûr pour pouvoir eux le vendre mûr avec toute la logistique. Nous, le but, c'est vraiment que ça aille du plant à l'assiette le plus vite possible. Ouais, bien sûr. C'était ça la démarche, en fait. C'est un pari un peu fou de croire qu'on peut réduire les tailles des exploitations et faire vivre le monde quand même, et nourrir le monde quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a une équation compliquée à résoudre. Et en fait, quand on regarde à notre échelle, on a un rendement qui est 2 à 3 fois supérieur à une exploitation conventionnelle. Okay. Parce que comme on est en petite mécanisation, on peut resserrer les cultures et du coup produire beaucoup plus à l'hectare qu'un gars qui est dans son tracteur, qui doit calculer l'espacement des roues, etc. etc. Et en plus, la monoculture, on sait maintenant tous, hein, je veux dire, on est assez sensibilisés à l'écologie pour savoir que ça détruit bien plus que simplement la terre, quoi. Ça détruit l'écosystème, ça détruit les gens autour, parce que les traitements, les gens qui habitent autour, ils les respirent. Et donc la communication s'est posée. Je suis tombée sur votre pub sur YouTube, et d'ailleurs il y avait ma mère en vacances à la maison, et c'est mon homme au début qui me dit « Mais attends, mais t'es hyper douée pour l'écriture, la psychologie, t'aimes ça, tu me retournes assez le cerveau comme ça, tu vois. » Parce que du coup, juste peut-être désolé de te couper, pour comprendre d'un point de vue éducation, Moi, j'ai un bac littéraire, c'est tout. J'ai pas fait d'études après, je devais faire de la psychologie et j'y suis pas allée parce que les méandres de la vie m'ont amenée sur le milieu du travail tout de suite.
Donc j'avais une petite frustration de ne pas avoir pu faire de la psycho à la base. Et puis après, mon parcours, j'ai fait de la restauration, j'ai été gardienne d'immeuble, j'ai été vendeuse en magasin. Oui, donc il n'y avait pas... Enfin, quoi que si, il y avait quand même le côté littéraire, psychologique t'aimais. Ouais, mais en fait, tu vois, pour le coup, moi, au début de la formation en copy mastery, ça m'a desservi mon côté littéraire. Parce que je faisais trop compliqué. Oui. Je demande à Lise et à Justine, elles s'arrachaient les cheveux sur mes copies. On te dit que ça doit être compréhensible par un enfant de 8 ans. Est-ce que tu as l'impression que là, un enfant de 8 ans, il comprend ce que tu écris? Mais ça me desservait en fait, clairement. Ouais, non, c'est clair. Et il a fallu que j'apprenne à me simplifier et à me rendre intelligible de tout le monde en fait. Ouais, c'est un bon point. Alors, je n'ai pas l'impression en tout cas qu'on a beaucoup de profils comme ça. On a beaucoup de personnes qui aiment l'écriture, la psychologie, mais qui ne sont pas dans l'inverse, dans trop roman, machin, très carré. Est-ce que tu as peut-être déjà 2-3 tips ou des choses que tu as dû mettre en place pour déconstruire justement ta façon de penser et donc d'écrire, quoi? Bah déjà, vraiment, ça se forcer à écrire comme on parle en fait, vraiment. Ça c'est un tips que vous donnez, mais réellement en fait, une phrase qui te paraît nickel si tu as un littéraire, tu la relis et tu la relis à haute voix en te disant est-ce que je parle comme ça en fait? Non, la plupart du temps tu vas te répondre à toi-même non. Et même si tu as un langage oral qui est élaboré, malgré tout, simplifier au maximum pour rendre vraiment le ton conversationnel en fait. C'est vraiment la première des choses. Non mais ouais, c'est un bon type, mais je sais que normalement on n'a pas trop ce genre de profil, mais ça peut arriver, donc ouais, ça peut les rassurer aussi ou pas d'ailleurs, je sais pas, de se dire je dois écrire comme je parle, c'est un gâchis pour la langue française entre guillemets, non, pour ceux qui sont trop amoureux de ça, tu vois. Tu connais mon amour de l'orthographe et de la grammaire, mais malgré tout, quand justement tu adoptes le ton conversationnel, les fautes de français, si c'est pas des énormités, ça passe parce que tu sais que tu ne parles pas comme tu écris. Malgré tout, ce qu'il faut, c'est arriver à garder un français correct, mais ouais, qui soit vraiment sur un ton parlé. Et les littéraires le comprendront parce qu'ils savent très bien que même en roman, etc., un dialogue entre deux personnages n'est pas écrit comme la description d'un objet ou quelque chose. Donc en fait, il faut juste se dire qu'au lieu d'écrire... même Molière, il faisait des pièces de théâtre avec des conversations. Oui, c'était pas le même français que nous à l'époque, mais il n'utilisait pas un langage châtié à ce moment-là, puisqu'il faisait parler ses personnages. Alors peut-être que de se mettre dans la peau d'un personnage en disant voilà, je le fais parler lui, ça peut aider pour les littéraires à rentrer dans ce... Et finalement, moi, c'est les posts, tu vois, les posts LinkedIn qui commencent à me faire... rentrer vraiment ça en fait, parce que j'ai conscience que je m'adresse à une audience qui me connaît ou ne me connaît pas, mais il faut pas qu'il y ait d'écart entre ce que les gens, comment les gens me voient parler et qui je suis au quotidien, etc. et ce qu'ils lisent de moi. Et ça a été un bon exercice aussi pour faire la balance. Et pour le coup, à l'inverse, je pense que c'est un avantage pour ceux qui sont pas forcément super scolaires, etc. Et en fait, pour eux, c'est super naturel d'écrire justement en mode dialogue. Et ça marche super bien, quoi, ça cartonne. Et je pense qu'ils sont plus avantagés finalement que quelqu'un de purement littéraire. Il y a moins de blocage ou de choses à déconstruire. Carrément. Du coup, donc, pour revenir sur l'exploitation, t'as pas dit ce que tu faisais justement? Alors nous, on est en maraîchage biologique, bio-intensif. C'est une technique qui nous vient du unique. Québec. Ouais, ça nous vient du Québec. C'est pour ça que je pensais beaucoup à Joseph, parce que finalement ces tics de langage, etc., je les connais très bien, puisque mon formateur étant québécois, il avait les mêmes et j'arrivais à cerner en fait ce qui relevait du québécois et du français. En fait, c'est un Québécois, Jean-Martin Fortier, qui s'est formé à la technique ancestrale du maraîchage et qui s'est beaucoup formé par rapport à des Français et qui a ajouté une touche d'entrepreneuriat anglo-saxon en fait, pour rendre les exploitations à la fois rentables, à la fois soutenables en temps et en coût pour les exploitants, et à la fois soutenables pour l'écologie et la biodiversité autour. Et donc en fait, à l'aide des technologies qu'on a aujourd'hui, c'est rigolo, j'ai fait un post LinkedIn aujourd'hui là-dessus, sur les technologies qu'on utilise en maraîchage actuellement, et notamment en maraîchage biologique. La plupart des choses qu'on va utiliser sont à base de plastique et la plupart des puritains diront « le plastique, c'est mauvais pour la santé et tout ». Mais ce que ça nous économise et ce que ça nous permet d'éviter sur nos terres, finalement, c'est un gain extraordinaire. Déjà parce que
Le plastique qu'on utilise, on le réutilise. T'as un exemple concret peut-être Ouais, le géotextile. Okay. Le géotextile, c'est un truc qui est extraordinaire. C'est une simple bâche tissée qu'on met sur la terre pour empêcher l'enherbement nous, on travaille sur des planches de culture. Pour empêcher l'enherbement autour de ton plant. À la fois, les mauvaises herbes, elles ne vont pas aller grignoter les apports que tu fais pour ton plant, parce que les mauvaises herbes, elles adorent ça, que ce soit l'eau, que ce soit les apports d'amendement, d'engrais, etc., ils adorent. Ça va éviter que ta plante elle tombe malade par contact avec des mauvaises herbes qui pourraient l'être. Et aussi par une mauvaise circulation de l'air qui peut favoriser, tu sais, le mildiou, tout ce genre de parasites, champignons, etc. Et en même temps, ça permet de réguler l'eau parce que vu que la terre est couverte, il n'y a pas d'évaporation, il n'y a pas d'érosion. Et c'est ce que les plantes couvre-sol servent à faire normalement. Donc c'est un avantage 100%, sachant que la bâche on la réutilise pendant au minimum 5 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc c'est pas un truc qu'on utilise, qu'on perce et qu'on jette à la fin de l'année. Les bénéfices que ça apporte sont supérieurs comme tu dis. C'est ça, c'est que nous ça évite beaucoup de pesticides, ça évite de gâcher de l'eau qui est quand même la matière qui pose le plus problème aujourd'hui en termes de ressources. Et ça nous permet, nous, en tant que maraîchers, de gagner un temps extraordinaire parce qu'en fait, le désherbage des planches, c'est 80% du temps de travail d'un maraîcher, en fait. Et en même temps, à chaque fois que tu désherbes une planche, même si tu le fais, entre guillemets, de façon manuelle, avec des outils manuels, tu vas perturber ta terre et les organismes vivants qui sont à l'intérieur, tu vois, les vers de terre, les cloportes, tous les microbes qui sont dans la terre, tu les perturbes malgré tout parce que tu touches à leur écosystème et à leur... Tu le vends bien en tout cas, c'est bien copyrighté, on a envie d'acheter du géotextile. Et c'est pour ça qu'en fait, non seulement le copywriting, au départ, je me suis dit que ça pourrait être, c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est quelque chose qui pourrait servir notre exploitation, mais qui pourrait servir à changer l'état d'esprit des gens sur l'agriculture et la vision qu'ils ont de l'agriculture. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, du coup, pourquoi au final le copy, ça t'a trigger? Donc il y avait le côté psychologie, écriture, mais en fait, tu as vu qu'il y avait une vision beaucoup plus large que juste... il y a le côté impact, etc. Ce qui est fou, c'est que pour être honnête, moi, comme je te dis, j'avais fait de la vente plus jeune. La vente, ça ne me correspondait pas précisément à cause du syndrome du vendeur de tapis. Moi, j'étais chez Bouygues Télécom en tant que vendeuse de téléphone et j'étais obligée de mentir à mes clients tous les jours pour leur vendre des trucs. Parce que j'avais un salaire minimum, parce que pour avoir mes primes, il fallait que je remplisse 100% de mes objectifs. Donc, mon gérant, il me disait, il faut que tu fasses peur au client pour lui vendre des assurances, il faut que tu signes pour lui vendre des accessoires. Et je suis partie du monde de la vente en me disant, mais plus jamais, c'est un monde de fou, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte à travers votre approche à vous, c'est pas en étant extérieur au problème, qui est le marketing agressif comme on peut le connaître aujourd'hui, qu'on allait changer les choses. Il n'y a que de l'intérieur et de l'œil du cyclone que tu peux réellement changer la vision. Et ça, c'est aussi une chose qui m'a beaucoup plu chez vous, c'est que vous n'êtes pas là pour vendre n'importe quoi, vous êtes là pour vendre des choses auxquelles vous croyez vous-même. Et ça change réellement tout en fait, parce que jusque-là, le marketing, c'était vraiment vendre tout à sa mère, quoi. Tu vois, n'importe quoi. Créer des besoins qui n'existaient pas. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une dimension plus éthique chez la nouvelle génération qui cherche à trouver d'abord quel est le besoin de son client avant d'essayer de lui vendre quelque chose et de lui vendre quelque chose qui correspond vraiment à ses attentes et à ses besoins, quoi. J'ai écrit pareil un post LinkedIn sur ça ce matin dans l'avion où en gros le fait de refuser des clients, surtout quand on est copywriter ou même nous pour du consulting ou quoi, c'est tellement important de refuser un client qui par exemple aurait un produit ou un service pourri, tu vois. Genre faut jamais de la vie faire ça, peu importe la somme qu'il y a derrière ou n'importe... Genre, il n'y a aucun intérêt et ça va toujours déjouer à la fin. Donc, mais ça, j'en suis persuadée. Et je pense que de toute manière, si on veut que, parce qu'on parle souvent d'écologie, etc., mais si on veut que le monde il évolue dans le bon sens, c'est en faisant la promotion de bons produits et d'arrêter de faire la promotion de mauvais produits, en fait. Aujourd'hui, avec le choix qu'on a, on peut tout à fait mettre en avant des produits qui soient respectueux et respectables, plutôt que... des produits qui détruisent la santé, l'environnement et les gens. Ouais, mais j'ai discuté avec une élève il n'y a pas si longtemps et justement elle va se nicher dans le côté agroalimentaire, mais pareil, côté bien, tu vois. Et c'est génial en fait de se dire, en plus elle a fait des études là-dedans et elle ne se voyait pas continuer là-dedans. Et elle se dit, je vais allier ça avec le copy et exactement comme toi, on aura l'occasion d'en discuter. Et
Je me dis, mais en fait, c'est génial. Tout le monde voit le copy peut-être quand on est extérieur à ça, en mode, tu vas vendre des formations pour des formateurs immobiliers ou je sais pas quoi, tu vas écrire leur pub. Mais en fait, c'est tellement beaucoup plus large que… C'est beaucoup plus large et je pense que le secret de la réussite, c'est précisément d'aller dans ton expertise en fait, en dehors du copy. Oui. C'est-à-dire que l'expertise que tu acquiers, c'est le copy, mais savoir la lier. Et d'ailleurs, c'était sur le groupe où il y avait un élève qui disait qu'il avait allié ça avec la vente de sets de cartes Pokémon parce que lui était fan plus jeune. Oui. J'ai trouvé ça juste génial en fait de penser à se mettre dans cette niche-là qui n'est pas du tout exploitée. En plus, tu as un savoir-faire et une connaissance unique du terrain parce que c'est une propre passion et d'arriver à sublimer les deux, je pense que c'est ce qui fonctionne c'est l'idéal le mieux en vrai. En fait, Mais il y a tellement plein de niches improbables, etc. Ben justement, on a fait un mail là-dessus où j'ai planté c'est un grand mot, du basilic, du persil, enfin des herbes aromatiques chez moi. Et du coup, j'ai cherché rapidement comment faire mes semis sur YouTube. Et je suis tombé sur un nombre incalculable de personnes qui ont des grosses chaînes, qui vendent des formations, mais c'est tellement mal fait. Et en fait, il y a juste à refaire leur page de vente, leur tunnel, pour qu'ils cartonnent. Eux, ils vont être trop contents. Et les gens, à la fin, ils seront contents aussi parce qu'ils ont toujours le même produit au final, juste ils le vendent à plus de personnes. Donc, il faut vraiment pas se limiter sur les niches, sur le potentiel. On peut vendre tout. Typiquement, j'étais à un mastermind ce week-end et il y a un gars qui a des locaux où, justement, un peu podcast, etc. Il dit, je sais pas quoi faire. Je fais, mais fais une petite VSL de 5 minutes, explique ce que tu fais dans tel ordre, etc. Et ça a marché pour toi, tu vois. L'exemple parfait de ça, c'est que mon formateur, donc Jean-Martin Fortier, qui est à l'Institut du jardinier maraîcher, moi j'étais forcément abonnée à sa newsletter, mais pas en tant qu'élève. Depuis que je suis copywriter, avant j'y étais pas en fait, parce que moi en tant qu'élève, il m'avait squeezé de la newsletter, j'avais déjà acheté, j'étais plus dans le segment. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ont un copywriter de malade, mais qui est québécois. Ah. Et en fait, les tics de langage, etc., sont pas du tout les mêmes. Et il y a des fois où des blagues, des machins, des trucs, ça tombe à côté. Parce que chez nous, c'est pas du tout pareil, en fait. Et leur audience, tu sais si elle est majoritairement française ou québécoise? En fait, elle est internationale. C'est de la francophonie internationale. Mais en l'occurrence, ils ont plus de clients français que québécois. Et du coup, je les ai contactés en leur disant… alors d'abord, j'ai contacté via la plateforme de ma formation, le modérateur en fait du groupe, en lui disant David, salut et tout. Voilà, je voulais juste… Moi, j'avais déjà un bon contact avec lui. On s'échangeait pas mal de choses. Il me demandait pas mal de conseils. J'étais une des rares élèves à avoir accepté de témoigner sur la formation parce que pour moi, c'était un truc de fou, la qualité de ce qu'il apportait. Donc, on avait un bon rapport et je lui dis écoute, nous, pour les besoins de la ferme, je me suis mise au copywriting et j'ai aimé ça. Donc, j'en ai fait une activité à part entière. Je ne me suis pas cantonnée à la promotion de notre ferme. Et en fait, je me suis rendu compte que vous faisiez du copywriting aussi et que votre copywriter, il est génial. Mais du fait que c'est québécois, les expressions idiomatiques, pour la plupart chez nous, tombent à l'eau. Ce serait intéressant que, même si sans parler de lui prendre son boulot, mais de localiser en fait les emails en France. Et bingo, en fait, il m'a donné le contact en fait de la directrice marketing de l'Institut. J'ai eu un entretien avec elle. Ça s'est super bien passé. Et en fait, on va commencer dans un premier temps parce qu'il me disait que justement le segment français c'était vraiment quelque chose qui leur tenait à cœur, précisément parce que la communauté française aimait beaucoup Jean-Martin et l'avait beaucoup porté dans ses démarches, etc., de renouvelables et tout. Ça avait été la première communauté la plus réceptive, en fait, à ces techniques. C'est vrai que je ne connais pas du tout, mais juste pour comprendre, du coup, c'est un gros organisme, parce que quand déjà tu dis il y a une directrice marketing, j'imagine que c'est quelque chose… l'Institut du jardinier maraîcher, c'est un gros… C'est un vrai gros organisme de formation, c'est pas un infopreneur sur YouTube, quoi. Non, pas du tout. Lui, il a même plusieurs formations, en fait. Il a la formation professionnel entre guillemets pour le maraîchage bio-intensif. Mais il a plein de petites formations plus courtes pour les particuliers. Il vient de faire une nouvelle formation en collaboration avec une horticultrice pour les fleurs, pour les fermes florales, etc. Donc ça se développe vachement. Et Jean-Martin Fortier, en termes d'agriculture alternative, c'est un personnage qui est hyper connu, mais aussi bien au Québec. Au Québec, il a quand même eu 2 émissions à son effigie. Il a eu l'équivalent de L'amour est dans le pré, sauf que ça s'appelait Les Fermiers. Et en fait, il présentait
ses méthodes culturales dans une série sous forme d'épisodes. Ok, donc oui, Et il vient de sortir une nouvelle série qui s'appelle La table du fermier, où là, en fait, il a lancé le pari fou de refaire une ferme à lui, mais en y alliant un restaurant et en ne servant dans son restaurant que les produits issus de sa ferme. Pour relever le pari, en fait. Oui, donc parce c'est qu'on lui a un gros souvent opposé truc, cet il argument. est connu, reconnu. Voilà. Et en fait, de par le fait que j'ai mis en pratique leur technique, que je suis maraîchère moi-même, que j'ai une vision des problématiques de la France, etc., on a super bien accroché. Et non seulement, effectivement, on va peut-être partir sur de la localisation, mais elle aimerait qu'on fasse une newsletter mensuelle, là pour le coup, que moi je ferais pour éduquer le public français au bio-intensif. Et voir après, par la suite, elle était très intéressée à ce que je les aide justement pour les différents segments français, parce que moi, en plus étant du milieu, je connais les problématiques de loi, les manifestations d'agriculteurs en France, etc. Et donc, voilà, ça va peut-être donner une petite collaboration ou une énorme collaboration qui pourrait être. Mais j'avoue que rien que le feeling qu'on a eu toutes les deux, ça a été vraiment un bon moment parce que je me suis rendu compte que quand tu mets ta passion au service de quelque chose, ça match forcément parce que tu parles avec le cœur. En fait. Ouais, non, c'est franchement trop stylé. J'espère que ça va marcher pour toi. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que d'un point de vue marketing, ils font quoi actuellement Eux, ils ont une newsletter hebdomadaire. Après, ils en ont un peu plus quand il y a des gros événements de Jean-Martin Fortier qui sortent, des bouquins, des conférences, ce genre de choses. Mais sinon, c'est juste une newsletter hebdomadaire et je pense que ça pourrait être… Ils ont une page de vente Oui, ils ont un site, ils ont une page de vente, ils ont tout ça. Mais ça, c'est bien fait en fait. Leur écosystème est bien fait. C'est juste qu'il n'est pas adapté au public français. Et comme c'est un gros public chez eux, ça vaut le coup, je pense, de localiser tout ça et d'en faire quelque chose à la sauce française, en fait. Ouais, c'est un bon tips et ça pète encore la croyance. Je sais qu'il y en a souvent qui disent, oui, un pote récemment, justement, il a dit, lui, il a déjà un copywriter, donc bon, c'est pas la peine. En fait, tu prouves que non. Et nous-mêmes, avec Joseph, on en est la preuve parce qu'on bossait tous les deux pour le même client sur des segments différents, idem. Mais donc voilà, c'est pas une objection. Si quelqu'un dit j'ai un copywriter, faut pas se dire bon ok, je passe au suivant. En fait, faut creuser, comprendre et voir comment on peut apporter encore plus de valeur plutôt qu'être en mode négatif. C'est ça. Et je pense que en fait, comme dirait Bastien Pellissier que j'aime beaucoup, toute objection, c'est là le début de la vente en fait. Oui. C'est tant que le client t'a pas fait part de ses objections, la vente n'a pas commencé en fait. C'est juste un pitch. C'est là où après c'est intéressant de creuser et de comprendre pourquoi il te dit ça et qu'est-ce qu'il attend réellement en fait. Non, clairement. Du coup, pour revenir peut-être sur… donc, tu découvres le copywriting. Par rapport à la pub, du coup, toi, tu te dis direct, ça m'intéresse, j'y vais ou… Même pas. Ou t'as laissé pourrir quelques semaines Non, en fait, c'est pas moi, c'est mon conjoint, en fait, qui me dit, mais attends, c'est toi, ça C'est moi quoi Qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, j'écoute même plus les pubs YouTube, j'ai des bloqueurs de partout. Par chance, j'étais sur la tablette où il n'y a pas de bloqueur, en fait, parce que sinon, sur la télé, je vous aurais même pas vu, en fait. Mais il me dit, mais t'as entendu ce qu'il dit et tout, vive de l'écriture et tout, mais toi tu déchires en écriture et tout. Je dis, ouais, c'est bon, les formations internet. Je dis, pas toi, quoi, tu vois, parce que pour le coup, tu te fous de moi, machin, mais en fait, t'es plus crédule que. Et il me dit, non, mais regarde et tout, il y a des exemples. Et il me dit, regarde, il y a, je sais plus vers quoi ça renvoyait, et vous aviez pas de VSL encore à l'époque. Vous proposiez simplement une toute petite vidéo de présentation et un call direct en fait. Ouais, parce que moi, c'était l'année dernière. Ouais, Aussi, c'est toujours la même vidéo. Et du coup, en fait, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas en fait. De toute manière, honnêtement, là, mes options, c'était quoi? D'aller faire caissière à Intermarché. Ok, ouais. Et moi, je voulais pouvoir rester à la maison pour m'occuper de la ferme parce que tout seul, c'est pas possible. On l'a fait à deux et si je commence à prendre un emploi salarié à côté à 35 heures, j'ai plus la possibilité. Et mes enfants, j'avais pas envie de… Sachant qu'à l'époque, en plus, les mercredis, les week-ends, c'est non compressible pour moi. Quoi. Et du coup, en fait, j'ai pris le call. En plus, on était dans une période où on n'avait pas de sous, quoi, clairement. Et en fait, je me suis dit, vas-y, investissement, quoi. Il y a un moment où, effectivement, tu veux… Et là, pour le coup, c'est ma mère qui m'a convaincue en me disant, Jessica,
tu prends peu de décisions dans ta vie, mais quand tu en prends, tu te donnes à fond. Et je t'ai jamais vu échouer dans rien, en fait. Par exemple, il y a 15 ans de ça, j'avais lancé une entreprise de manucure. Je posais des faux ongles, en fait. Et la législation française à l'époque était très floue, ce qui faisait que j'avais le droit de poser des faux ongles à mes clientes, mais j'avais pas le droit de leur faire une beauté des mains parce que j'utilisais des objets contondants sur la main et je n'avais pas la formation requise pour ça. Et pour ça, il me fallait un CAP esthétique. Je l'ai passé en candidat libre, sans école, sans rien, toute seule dans mon coin, et je l'ai eu. Alors que j'étais pas du tout issue de ce milieu-là. À la base, je sortais de restauration, quoi. Et ma mère, elle m'a dit, t'es quelqu'un de déterminé. Quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens. Si réellement t'y crois, il n'y a rien pour t'arrêter, en fait. Et finalement, elle n'a pas eu tort, d'autant que je m'attendais pas à une formation de cette qualité-là, en fait. Non, mais pour le coup, en fait, je m'attendais pas à cette approche holistique et je m'attendais pas à ce que chaque module que ce soit à la fois si peu scolaire et si ancré dans le réel, en fait. Moi, ce que j'avais peur, c'est d'avoir des PDF, tu vois, et de débrouiller tout seul chez toi, en fait. Alors que là, chaque vidéo explique très bien le tenant et les aboutissants. Et c'est vrai qu'au début, c'est déroutant parce que, vous le dites très bien vous-même d'ailleurs, c'est un puzzle. Quand tu n'as pas toutes les pièces, tu as du mal à voir l'entièreté de la chose. Et quand tu arrives à la fin, tu te dis, mais en fait, ils avaient raison. Au début, tu te dis, bon, ils me prennent pour une conne. Et en fait, à la fin, tu te dis, non, en fait, ils savaient avant. Enfin, ils savaient parce qu'ils savent ce qu'ils vendent, en fait. Et c'est vrai. C'est vrai qu'une fois que tout ça semble un peu comme un eureka, quoi, la petite… En tout cas, déjà, bravo pour ta décision parce que y en a beaucoup qui ne l'apprennent pas. Et même le fait, encore en amont, de réfléchir à se dire, si je vais à Intermarché, c'est pas la bonne solution et réfléchir de manière plus globale. Et Joseph, c'est exactement ce qu'il a fait où, en gros, il était endetté et il s'est dit, si je retourne dans les études, je peux pas rembourser ma dette, donc ça n'a aucun sens. Si je fais un job, je vais mettre 20 ans à rembourser ma dette, donc ça fait aucun sens. Donc en fait, le seul truc qui fait sens, c'est de continuer de creuser là où je suis en train de creuser et il s'est encore un peu plus endetté pour justement monter en compétences. Et ça, c'est contre-intuitif en fait pour la majorité des gens. Et en fait, tu as pris la bonne décision, tu vois, ça faisait du sens, même si à très court terme, c'était risqué et dangereux. C'était risqué et effectivement, ça aurait pu, là pour le coup, nous, dans la situation où on était, ça aurait même pu nous faire perdre la ferme en fait. Parce qu'on ne savait pas comment on allait payer les annuités, on ne savait pas, parce que nous, on a été pris dans le rouage de l'administration française, c'est-à-dire que nous, en tant que jeunes agriculteurs, quand on s'installe, on a des aides à l'installation qui sont censées pallier au salaire défaillant des 3 premières années. Sauf que la banque le sait très bien et la banque, elle te dit quoi ? Non, en fait, tu vas investir tes aides dans l'achat du matériel et donc ils nous ont prêté que pour l'été à la maison et on avait 0 matos. Donc nous, on s'est retrouvés vraiment à la fin à faire de l'investissement personnel là où en fait c'est de l'argent que la banque aurait dû nous prêter pour investir dans notre matériel. Alors Dieu merci, notre modèle à nous, il ne nous demande pas un tracteur à 200 000, on a un petit motoculteur à 15 000, mais il faut les sortir les 15 000 quand même, tu vois. Surtout si tu as acheté la baraque et l'exploitation. C'est ça en fait, Donc, c'était un pari assez risqué, mais en fait, je crois que l'énergie du désespoir, il n'y a pas meilleur moteur en fait. Parce que du coup, tu te donnes à 200% dans ce que tu fais parce que tu es au pied du mur. Et que tu n'as pas le choix, c'est ça, ou tu te retrouves dehors et quand en plus derrière tu as des enfants, c'est pas envisageable en fait, c'est pas une solution. C'est même pas quelque chose que tu envisages comme solution B. C'est juste, tu charbonnes et puis tu finis par y arriver. Mais je te rejoins, mais tellement. Mais après, c'est un truc que je dis toujours, gros disclaimer, c'est mon histoire. En tout cas, c'est pareil, je me suis mis au pied du mur et c'est pour ça que j'ai réussi, j'en suis convaincu. T'es la preuve et énormément d'élèves à qui je parle à chaque fois, c'était ça ou rien, quoi. Et effectivement, en fait, t'as pas le choix, tu fais all-in et du coup, t'as l'engagement qui va avec. Alors que si t'as 10 000 coussins de sécurité, en fait, inconsciemment, tu vas le faire à 20% le truc parce que tu dis tranquille, chill. Si je me loupe, j'ai ça. Mais je recommande à personne non plus de se foutre dans la merde. Non, pas de se foutre dans la merde parce que je pense que ça peut aussi être une bonne chose et comme votre formation le propose, enfin le permet, de garder son emploi à côté et de commencer. Mais je pense que même dans sa tête, en se disant juste, il n'y a pas de solution B en fait. C'est même pour les gens qui ont un boulot à côté et dont leur futur ne dépend pas de ça, en fait si, leur futur dépend de ça. Parce que si réellement ta liberté, tu la veux, si réellement à un moment tu veux changer de vie, c'est pas dans ton taf salarié que tu le feras. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Et en fait, je pense qu'en partant dans cet état d'esprit-là,
finalement, pour moi, c'est un moteur aussi fort que le pourquoi, finalement. Et ça fait partie du pourquoi. C'est ça, Mais, et du coup, est-ce que toi, tu étais éduqué justement au développement personnel, etc., pour avoir ce raisonnement-là? Parce que moi non plus, en fait, mais je me dis aujourd'hui, le dev perso peut t'amener à penser comme ça, parce que la majorité des gens ne pensent pas comme ça, tu vois. Et moi, c'est même pire que ça. Et juste à l'inverse, ceux qui réussissent ont tous cette façon de penser de là. Oui, ça c'est vrai. Mais pour le coup, moi, c'est vrai que j'avais pas du tout. J'avais même tendance à l'époque à me moquer du développement personnel en me disant mais les gens ils sont capables de se prendre par la main et de faire des choses aussi bateaux que de pas se lever en traînant des pieds parce que ta journée, enfin, tu vois, quand t'es dans une situation qui est négative, t'es dans le mou, le pas bien, le machin. Est-ce que de tirer la tronche et te lamenter, ça va t'aider? Non. Et ça va être même encore pire. Donc, même si tu es dans une situation presque, j'ai envie de dire désespérée, fais-le avec le sourire. Au moins, tout le passage, tu l'auras pas tu ne seras pas en plus accablé de ta dépression, pas dépression, parce que dépression c'est une maladie, mais d'être déprimé. Tu ne seras pas rajouté du poids sur les épaules, en fait, tout simplement. Mais du coup, donc toi, de ce monde-là, du marketing en ligne, business en ligne, développement personnel, tu étais complètement extérieur et c'est vraiment le fait qu'il y ait une pub qui a popé où tu as mis le doigt dans l'engrenage. Et j'étais même sceptique, tu vois. Donc, c'est ta famille qui t'a creusé au final. Ouais, carrément. Carrément, parce que moi, je pensais que c'était une vague de mode, en fait. Tu vois, il y en avait tellement que, en fait, je me suis dit, bon, voilà, c'est la mode, tout le monde va s'y essayer. Et en fait, finalement, c'est une vérité. C'est juste que je suis tombée sur la bonne formation. Parce voilà, c'est ça, c'est que j'avais une chance sur 100 peut-être de tomber sur un arnaqueur par chance. Alors, je ne sais pas si c'est un instinct, si c'est un machin. Je suis tombée chez les bons, mais moi, j'étais très réticente à ça au départ. Ouais. Mais c'est vrai que je me souviens, j'avais fait un tweet là-dessus où je disais, genre, j'aimerais pas être un jeune ou quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui face à l'offre qui existe. Parce qu'en fait, tu es perdu et c'est très difficile de discerner le bon du mauvais. Et justement, les mauvais arrivent à camoufler tellement bien et faire croire que c'est bon. Donc, c'est vrai que c'est une position aujourd'hui. Si on a la volonté de se former, qu'on connaît le business en ligne, il y a déjà tellement d'opportunités et tellement de personnes à l'intérieur qu'on on sait pas comment choisir. Donc, toi, ce qui a fait ta décision d'achat, au final, c'est ton mari et ta mère qui t'a un peu poussé là-dedans et toi, tu as fait la connexion en disant « bah ouais, c'est vrai que ça fait du sens ». Mais après, moi, j'avais eu Lucas, je crois, en appel. Et en fait, Lucas aussi a fait le job. Il m'a rassurée en me montrant les modules de formation, etc. Il m'a fait voir aussi que c'était pas du bullshit, qu'il y avait vraiment un socle derrière qui était sérieux. Donc, malgré tout, le closer a fait le job aussi. Mais la première étape, ça a été mes proches, parce que sinon, j'aurais même pas été jusqu'au closing. Du coup, ton scepticisme, il venait du fait que c'était un monde inconnu ou tu t'es dit, genre gagner de l'argent en ligne, non, j'y crois pas un peu de tout ça. C'est-à-dire que c'était un monde que je connaissais pas. Pour moi, tout le monde te disait que tu pouvais gagner de l'argent à partir de zéro en ligne. Et je me disais, je suis quand même moi, j'ai été élevée par des gens à l'ancienne, on n'a rien sans rien, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, il n'y a rien de magique, tu vois, et en l'occurrence, c'est pas en restant les fesses derrière un ordinateur que tu gagneras bien ta vie. Et du coup, le monde a changé aussi, donc aujourd'hui, c'est moins vrai, mais j'étais sceptique. Et puis, je pense aussi que j'étais j'étais dans une dynamique où, pour moi, les boulots de ce type étaient aliénants, en fait. Tu sais, il y avait un côté… les golems derrière leur ordinateur qui font plus que ça, qui ont plus de physique parce qu'ils ne bougent pas de l'heure. Enfin, tu vois, il y avait un espèce de préjugé de finalement être enchaîné à autre chose, mieux gagner ta vie, etc. mais en perdant tout le reste. Voilà, c'est ça, en vendant presque ton âme, en fait, tu vois. Et en fait, ce qui m'a rassurée, c'est tout le côté créatif du copywriting, où là, tu gardes une unicité, une personnalité, et que c'est essentiel d'ailleurs au développement de ton business, en fait. Donc, tu gardes ton humanité à fond, et même tu la cultives pour pouvoir garder… l'inspiration. C'est tellement stimulant, c'est génial. Et au contraire, on ne peut pas travailler trop longtemps dans une journée.
Moi, je peux pas travailler 10 heures sur du copy en une journée. Enfin, personne, j'imagine. Tellement, justement, on a besoin de réfléchir, de se mettre dans la peau des autres, de trouver des idées, de faire des recherches. Donc, si tu fais 4 heures de copie, déjà, ton cerveau, il est bien épuisé. Ouais, carrément. Et du coup, quand tu rentres dans la formation, donc, comme tu as dit, tu es contente de ce que tu découvres. Et dès le début, du coup, tu te dis quoi? Tu te dis, merde, je dois déconstruire, justement, comme on disait un petit peu. Ça se passe comment, en gros, ton entrée en formation? Parce que du coup, la semaine 0, c'est le mindset. Ouais. Alors ça, au début, je me dis, bon, ok, le mindset. Et finalement, alors ça, c'est un de mes gros soucis aussi, c'est que poser mon cerveau, je sais pas faire. Okay. J'ai besoin de comprendre les tenants et aboutissants de tout ce que je fais pour pouvoir l'assimiler, tout simplement. Ouais. Mais ça a toujours été. Et ça a été le gros travail de la semaine 0. C'est vraiment... en fait, de savoir départager les vraies bonnes questions qui font avancer de la procrastination déguisée, comme tu le dis. En fait, je suis très contente déjà dès la semaine 0, même si au début, je me dis putain, ça va être compliqué pour moi parce que ça, je sais pas faire en fait. Quand vous dites bon, maintenant arrête de te poser des questions, fais ce qu'on te dit. C'est tellement pas ma nature à la base que je me suis dit oula, où est-ce que je suis tombée? Ça va être problématique à un moment. Et en fait, non, pas du tout. En fait, je l'ai fait intelligemment, dirons-nous. Je n'ai pas posé mon cerveau sur le côté, mais j'ai arrêté de me poser les mauvaises questions. Et finalement, ça a conditionné aussi mon quotidien, en fait. Oui, mais en vrai, ouais, tu as un impact sur tout. Genre, même au-delà du copy, juste j'en parlais hier avec un ami, il disait 75% du boulot quand tu achètes une formation, c'est le fait de l'acheter, en fait. Ouais. Et le nombre de déclics que ça crée, juste ça, comme tu dis, ça peut changer ta vie parce que tu vas penser différemment, tu vas agir différemment, inconsciemment. Tu vas aussi être différent. Et ta posture, quand tu te remets… Alors moi, j'ai jamais cessé. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette curiosité d'être un apprenant tout le temps. Ça, je pense que c'est une qualité aussi qui m'a beaucoup servi et qui m'a permis de me lancer dans l'aventure. Parce que je pense que si j'avais pas eu ça, je l'aurais pas fait finalement. Mais en fait, de passer on nous répète tellement qu'à la fin des études, c'est bon, les études, c'est derrière nous. Oui. Et maintenant, il faut construire ta vie d'adulte, entre guillemets. Ben en fait, c'est une petite mort pour moi, quoi. C'est un vrai problème, ça me tue, genre de voir que les gens, ils quittent leurs études et ils apprennent plus rien de leur vie, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus rien. Mais comment ça? Et même en dehors du monde professionnel, je sais pas, apprendre des trucs, je sais pas, à se planter des semis, à jouer au tennis, à faire je sais pas quoi. C'est ça. Et non, les gens arrêtent d'apprendre et c'est un fléau. Et après, ou alors ils vont le faire, mais pour des choses qui finalement, genre, tu vois, c'est l'explosion du DIY, do it yourself, tu vois, et faire des scrapbooks et des trucs comme ça. Mais ça, moi, à mon époque, on faisait ça quand on était gosse, en fait. Quand on était adulte, on utilisait ces mêmes compétences, à savoir apprendre à faire les choses soi-même, mais sur des domaines qui étaient plus épanouissants à la fois intellectuellement et c'est vrai qu'il y a l'école pour ça, c'est terrible parce que ça passe son temps à te formater pour ensuite te dire c'est bon, t'es un bon adulte, ça y est, c'est fini pour toi, ta vie, t'as plus qu'à la construire dans toutes les autres sphères de ta vie, mais plus dans l'apprentissage et le professionnel. Et je trouve ça dommage en fait, parce que malgré tout, on a beau dire on va vers le progrès bien sûr, hein, mais nos grands-parents malgré tout, même si eux aussi ils avaient cette notion de une fois que les écoles sont finies, ouais mais eux généralement ils faisaient leur carrière dans une société et ils commençaient du bas de l'échelle et c'est en apprenant qu'ils gravissaient les échelons. Oui. Et donc il y avait quand même une évolution dans leur carrière. Oui. Là où en fait aujourd'hui… t'es libre de partout, mais finalement, t'as plus aucune possibilité d'évolution dans ta vie professionnelle une fois qu'elle est installée, quoi. Ouais, non, je te rejoins à 100%, ça craint. C'est pour ça qu'il faut faire plus de formations en ligne sur plein de sujets différents. Mais oui, mais je pense qu'en fait, une fois qu'on a commencé, après… alors après, voilà, il y a le syndrome de l'objet brillant aussi, c'est de pas courir après… Partir dans tous les sens. Ouais, parce qu'après, c'est aussi une euphorie d'apprendre. Oui. C'est presque une drogue en fait d'apprendre. Mais savoir aussi apprendre pas seulement de façon théorique mais aussi pratique, de mettre en pratique ce que tu apprends, là pour moi ça prend une autre dimension, quoi. Parce que ça, c'est un post que j'ai écrit ce matin, ça me tue. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai en fait. J'allais dire, du coup là tu passes la partie mindset et quand tu rentres plus dans la partie pratico-pratique, du coup ça te refait encore plus peur où tu dis mais je connais pas ce monde-là et je vais devoir écrire pour vendre en ligne. Alors que tu avais en plus le mauvais souvenir de la vente ou au contraire, en fait, ça a été fluide et ça fait… Ce qui m'a fait rire, c'est qu'après la semaine 1, c'est la psychologie humaine.
Et alors moi, ça m'a fascinée forcément puisque j'adore la psychologie et que en fait, même sans l'avoir étudié, je me rends compte que il y a plein de leviers que inconsciemment je mettais en place dans ma vie du quotidien vis-à-vis des gens, etc. Et notamment quand j'ai lu Dale Carnegie, ça a été presque une révélation dans le sens où en fait, il y a plein de trucs qu'on utilise au quotidien. Sans le savoir et souvent derrière on refait des bêtises, enfin tu vois, genre tout simplement écouter les gens, s'intéresser sincèrement aux gens. C'est bête à dire quand même, mais en fait c'est la base de n'importe quelle relation donnant-donnant en fait. Mais je fais l'analyse à chaque fois quand je parle à des gens, que ce soit des proches dans le monde professionnel ou quoi, genre on peut parler 1 heure sans jamais qu'ils me posent une question sur moi, tu vois. Et c'est fou, genre tu te dis… tout ce qu'ils disent dans ces livres, comment se faire des amis ou influence et manipulation par exemple, c'est les classiques. Genre c'est tellement applicable et concret et tu le vois automatiquement, tu sors dans la rue et tu peux faire cette analyse concrète de ce qu'il dit dans le livre, quoi. Et en plus, ça s'applique aussi, enfin moi je le vois à l'échelle de la ferme, des clients. Tu vois, qui viennent t'acheter tes légumes. En fait, sinon ils vont au supermarché en fait. S'ils viennent te voir toi, bon, bien sûr il y a la dimension connaître d'où vient le produit, etc. Ouais. Et la qualité du produit, mais il y a aussi la dimension sociale. Oui, le côté humain, c'est ce qu'ils viennent chercher aussi d'un côté, je pense. Donc ouais, du coup, par rapport à cette semaine psychologie, du coup, c'est pareil, tu te dis, c'est un rabbit hole, genre tu mets le doigt dedans et tu te dis, j'ai envie de creuser encore plus. Ou… Ouais. Et alors, au début, alors ça a été à la fois une fascination et à la fois, je me suis dit, attends, il y a un truc qui me chagrine, c'est qu'en fait, tous les plus grands livres de marketing, c'est des gens qui ont écrit pour plus que les gens se fassent piéger par le marketing. C'est pas faux. What ? Et en fait, je me suis rendu compte que, justement, ça avait eu un effet bénéfique, finalement, dans le monde du marketing, parce que les techniques utilisées, même si elles sont toujours les mêmes, elles n'ont plus les mêmes desseins, en fait. Elles n'ont plus le même but. Ouais. Et en fait, ça change tout, en fait. C'est pas… Et il y a un autre livre, mais alors il faudrait que je me rappelle du titre, où en fait l'auteur explique dès le début du livre, et c'est assez troublant d'ailleurs, penser que les techniques psychologiques, c'est de la manipulation, c'est se mentir à soi-même parce qu'à partir du moment où on ouvre la bouche face à quelqu'un, on est un manipulateur. On ne va vouloir lui montrer que ce qu'on a envie de lui montrer, etc., etc. Et on est tous des manipulateurs. À savoir ce qu'on met derrière le mot manipulation. Bien sûr, ouais. Il y a toujours, faut le garder, voilà, le côté éthique, enfin j'aime pas tellement ce mot, mais voilà… En bonne foi, quoi. Ben voilà, en bonne foi et en fait faire ce en quoi tu crois, en fait, tout simplement. Essayer de faire le bien autour de toi de la même manière que dans ton quotidien, tu vas faire le bien pour tes parents, pour tes amis, pour tes enfants. Et la même attitude vis-à-vis de tes clients, on les voit juste pas comme un porte-monnaie et tout ira bien, en fait. Et du coup, dès que tu commences à mettre le doigt dedans, tu vois comment tu peux exploiter ça justement pour la ferme. Ou ça arrive après quand on parle plus stratégie marketing, etc. Alors, la psychologie, ça m'a rappelé les bases des relations humaines, en fait, tout simplement, et l'importance. En fait, je me rends compte que aussi, c'était quelque chose que j'avais perdu avec le monde anxiogène qui nous entoure. Plus jeune, j'étais quelqu'un de très attentionné, qui prenait très souvent des nouvelles de tout le monde, qui était toujours dans la demande, etc. Et je l'ai perdu avec le temps, mais un peu comme une protection, tu vois, de dire… à force de prendre des claques, à force d'être déçu des gens, à force de ci, à force de mi, je me suis refermée sur moi et du coup, ça m'a permis une réouverture qui a été, je pense, bénéfique globalement dans ma vie du quotidien. Et effectivement, déjà, ça m'a ouvert les champs du possible par rapport aux relations à entretenir avec les clients de la ferme, évidemment. Ouais. Mais bien sûr, c'est la suite qui m'a vraiment fait prendre conscience de ce qu'il était possible, enfin du monde magique du copywriting. Ça a été vraiment la richesse déjà des conseils que vous prodiguez, mais des stratégies qu'on peut mettre en place en fait. C'est qu'un grand jeu de Lego où en fait tu prends ce qui, enfin aucun email ne va ressembler à un autre finalement parce que les techniques, selon ce que tu veux faire passer à ton audience, ça va être un assemblage de techniques diverses qui vont donner un résultat unique en fait. Et c'est ça qui c'est ça, c'est ce que je disais justement à des entrepreneurs ce week-end. Vouloir copier le copie de quelqu'un, c'est débile.
parce que c'est pas le même avatar, c'est pas la même offre, c'est pas la même source de trafic, tu connais même pas la stratégie qu'il y a derrière. Donc en fait, ça ne sert à rien de vouloir copier. Et pourtant, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde se dit, oh, lui, il fait ça, je vais faire pareil. Mais ça n'a aucun sens si tu comprends pas le tenant aboutissant, encore une fois, et pourquoi tu fais ça, quoi. C'est ça. Et je pense que ça, c'est aussi une chance pour les non-littéraires. C'est que les non-littéraires, ils vont justement pas essayer de copier un style, de s'approprier. Voilà, ouais, tu vois, ils vont y aller comme ils le sentent en fait. Et ça, il y a un côté instinctif et qui est plus simple chez une personne qui n'a pas de référence littéraire en fait. C'est moins intellectualisé, voilà. Donc c'est plus simple entre guillemets. Et du coup, est-ce que tu as pu mettre des actions en place quand tu as rejoint la formation, toi, c'était principalement pour devenir copywriter, du coup, pour faire de l'argent pour la ferme, ou principalement d'abord pour mettre en place des actions marketing pour la ferme et à côté être copywriter. Est-ce qu'il y avait une priorisation entre guillemets Alors, en fait, un peu des deux. C'est-à-dire que le but premier, c'était d'arriver à avoir un complément de revenus qui nous permette de vivre en attendant que la ferme dégage des revenus suffisants pour nous permettre de vivre. Et je voyais même ça comme presque temporaire, dans le sens où une fois que après, pour le transposer après vraiment à la strate marketing de notre ferme, qu'on souhaite après développer pour d'autres domaines. Donc nous, ça nous parlait puisqu'on aimerait devenir du coup un centre de formation, etc. Mais nous, ce sera en présentiel, ce sera pas de l'infoprenariat. C'est un peu compliqué en maraîchage et Jean-Martin Fortier l'a déjà très bien fait. Mais pour le coup, au départ, oui, c'était un revenu complémentaire. Et en fait, je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. C'est surtout ça, en fait. C'est que je me suis dit, bon, moi déjà, j'ai un sacré défaut qui est de manquer de confiance en moi, de manière générale, d'imaginer ne pas être capable. Enfin, moi, le syndrome de l'imposteur m'envahit dans toutes les sphères de ma vie, aussi bien en tant que maman qu'en tant que maraîchère, en tant que cuisinière, en tant que quand je fais le linge, enfin, le truc. Et en fait, finalement, le syndrome de l'imposteur, ça c'est pareil, c'est un moteur extraordinaire en fait, parce que et je crois même qu'il y a une étude qui démontre que les gens atteints du syndrome de l'imposteur de façon honnête, pas les gens qui le disent, mais qui en fait ils se sentent tellement pas légitimes dans le poste qu'ils occupent, qu'ils vont surdélivrer à fond pour prouver qu'ils sont à la hauteur. Et ils vont se donner, je crois que c'était 60% de plus qu'une personne qui considère qu'elle a les capacités, etc. Et ça m'a appris aussi que le chaudron de tel, etc. m'a vraiment appris à faire de mon syndrome de l'imposteur une force plutôt qu'une faiblesse. C'est-à-dire, je sais que face à mon client, je n'ai pas les compétences qu'il attend de base, etc. Mais en fait, j'ai toutes les armes en main pour y arriver. Et ce client, du coup, je vais tout donner pour qu'il soit content. Et l'important, c'est pas à la limite d'arriver à le convaincre de me prendre. L'important, c'est d'arriver à le convaincre que j'étais le meilleur choix. Et du coup, en fait, ça squeeze une étape, quoi. C'est-à-dire que tu te prends plus la tête au moment de l'entretien, mais une fois que à ce moment-là, tu es suffisamment confiant pour lui dire, voilà, moi, je peux amener ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Tu te donnes à fond dans l'échantillon que tu vas lui fournir. Et c'est ce qui te permet derrière de te donner à fond pour lui donner 2 fois plus que ce qu'il attendait, ce que toi tu attendais à la base en fait de toi-même. Ouais, non, franchement, amen. j'ai rien à ajouter. Faut juste que ce syndrome ne soit pas trop puissant et qui t'empêche de passer à l'action. Tu vois, c'est là où moi je le vois, c'est que il a trop d'emprise entre guillemets sur toi, tu passes même pas à l'action tellement tu te dis je suis pas légitime et ça vaut pas le coup, tu vois. Donc faut oser passer ça et une fois que tu as fait ça, par contre, effectivement, et c'est ce que je dis, même si tu es débutant, au final c'est même une force. Il dit je sais pas, quelles sont tes références, j'en ai pas, mais c'est pour ça que je vais me donner à 200% pour toi pendant que les autres ils vont faire 50% parce qu'ils gèrent déjà 3 clients à côté. Donc faut toujours retourner le truc en mode positif comme tu l'as expliqué. Ouais, mais la psychologie, je pense que c'est ça en fait, c'est d'arriver à écouter avec suffisamment d'intérêt ton client pour lui donner les arguments qui susciteront encore plus d'intérêt pour ton travail en fait. Ouais, non mais totalement. Et du coup là c'est ce que tu as fait toi, une fois que tu as été t'es formé, tu dis ça y est je suis opérationnel. Du coup tu as utilisé justement cette méthode Chaudon-Tel, donc de échantillon et de démontrer en quoi tu peux l'aider, ou comment tu as fait justement une fois que tu t'es dit maintenant il faut des clients, je fais quoi? Alors moi j'ai eu de la chance quand même parce que au moment où j'étais en formation, j'ai un ami développeur qui lui avait besoin, qui lui travaille pour des très grosses boîtes et a toujours marché du bouche à oreille.
Et voyant que du côté des grosses boîtes, le travail commençait à diminuer, il a voulu faire son site pour avoir une vitrine tout simplement pour proposer ses services. Et comme lui, pour le coup, c'est un matheux pur et dur, vraiment, il a eu besoin de rédaction et donc de copywriting en fait. Même si c'était un site vitrine, le but c'était d'arriver à vendre ses performances. Voilà. C'était finalement une énorme page de vente, je dirais. Et du coup, il ne s'est pas posé la question parce que lui a toujours été... alors, déjà parce qu'il connaissait mes qualités littéraires avant le copywriting et que il était pour m'aider à me lancer. Donc ça a été parfait ça sur le moment. Ça a été mon premier contrat. Et en fait, après, c'est fou, mais c'est même pas du show don't tell qui m'a permis... Ma première vraie cliente que je ne connaissais... Parce que lui, c'était quand même une prestation rémunérée. Ouais, c'était le premier contrat où j'avais mis... où j'avais touché 900 €. Mon premier Jaconi en fait sur le groupe. C'était ça, Et d'ailleurs, je savais que je l'aurais avant même d'avoir fini la formation parce que lui attendait que je finisse la formation pour me demander de mettre à profit mes services en fait et mes connaissances. Mais tu vois, tu dis j'ai eu de la chance, mais t'as pas eu de la chance parce que si t'avais pas discuté à tes proches de ce que tu faisais, c'est trop cool, j'ai une formation, etc. Et je suis sûr que la majorité des gens en fait, ils font ça dans leur coin, ils en parlent à personne. Donc naturellement, il n'y a pas de porte qui peut s'ouvrir, tu vois. La chance, il y a toujours une part de chance, mais tu la provoques très grandement, tu vois. Et ça, pour le coup, je dirais qu'un des meilleurs conseils que je puisse donner aux gens, c'est que moi aussi, au début, je me suis dit, vas-y, si je me suis fait arnaquer, autant j'en parle pas, en fait, tu vois. Je vais pas en plus passer pour une pigeonne, mais en fait, c'est parce que vous en parlez pas que quelque part, vous vous serez fait arnaquer aussi, quoi. Parce que si vous croyez en ce que vous faites, j'ai envie de vous dire que même si demain vous investissez dans un truc qui est médiocre et comme tu dis qui va vous apprendre 1%, ce sera le 1% qui vous manquait pour aller à l'étape d'après en fait. Et donc il faut arrêter d'avoir peur de passer pour un pigeon si ce que vous faites actuellement vous faut y croire quoi. Voilà, vous y croyez vraiment et que ça vous donne une satisfaction personnelle en fait, faut jamais hésiter à ce niveau-là. Mais le nombre d'élèves, même là cette semaine, la semaine dernière du coup, quelqu'un m'a envoyé un message en disant j'ai trouvé ma première cliente, en fait c'est ma copine parce qu'elle a besoin de monter ce projet, etc. Et il était un peu en mode je suis déçu ou presque j'ai honte que ma première cliente ce soit ma proche. Mais non, au contraire, c'est génial. C'est un crash test de luxe. Ouais, carrément. Et en fait, c'est trop bien. Ça te fait un portfolio, ça te fait un client. Dans ton cas, tu as été payé 900 balles, donc c'est ça à prendre aussi. Et ça te fait de l'expérience. Tu peux le montrer à des futurs clients qui seront froids. Donc cherchez en tout cas dans votre entourage. Après ce client-là, j'ai forcé mon père à lui faire un site. Je lui ai pas demandé son avis en fait. Je lui ai dit voilà, il faut. Mon père, il est sableur sur verre. C'est un artisan à la retraite, mais qui le fait toujours en tant qu'auto-entrepreneur justement. C'est une compétence qui est dans la famille depuis des générations. Je lui ai dit, mais t'es fou quoi. Un storytelling là-dessus, c'est obligatoire en fait. Il y a 3 générations derrière toi, mais fais leur honneur quoi. Il y a un moment où c'est la honte. Franchement, c'est la honte de ne pas en parler. Et en fait, je lui ai pas demandé de sous, rien du tout, mais c'est dans mon portfolio. J'ai closé mon personnel. Mais ouais, je lui ai dit maintenant, je te laisse carrément pas le choix. Et je lui ai juste fait une page sur system.io. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je lui ai même pas fait un site WordPress ni rien. Non, mais en même temps, quand ses clients lui demandent des références, certes son nom est une référence parce que il est connu dans son domaine, mais malgré tout il peut juste donner une adresse où il a des photos, où il y a où on explique quelles sont les différentes techniques qu'il utilise pour décorer le verre. Et je lui ai pas laissé le choix. Et juste après ça, j'ai eu ma première et moi mine de rien, ça m'a fait gagner en confiance aussi parce que j'avais envie d'honorer mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père sur leur savoir-faire et presque leur art, parce que pour moi, on est presque au niveau d'art quoi. Donc ça a été un super crash test et même si j'étais pas rémunérée j'ai été hyper fière de le faire parce que c'est génial. Et bon, je suis sûre qu'aujourd'hui, si je revenais dessus, je ferais mieux et je serais pas contente de ce que j'ai fait. Mais sur le coup, ça a été un boost, un vrai boost. Mais c'est
En fait, il faut jouer au jeu en mode facile, quoi. Genre, pourquoi vouloir compliquer à faire de la grosse prospection, etc., alors qu'on n'a jamais fait ça? Alors que le plus simple, c'est juste d'en discuter à, je sais pas, 10 personnes autour de soi. Ces 10 personnes, si elles-mêmes ne sont pas intéressées, elles connaissent chacune. Et ça fait un arbre, en fait, où tu vas forcément trouver, même le boulanger du coin, tu vois, qui veut refaire son site ou quoi, bah, tu lui refais son copie, même si c'est gratuit ou pour que dalle. Et tu gagnes en confiance, quoi. Déjà, tu te prouves que c'est possible, que ça marche, qu'il est content. Comme tu as dit, tu gagnes en confiance. Et là, quand tu iras sur le terrain avec des prospects froids qui ne te connaissent pas, bah, c'est beaucoup plus facile que de démarrer de zéro, quoi. Et du coup, ma première cliente payante, une fois de plus, on en revient exactement au même argument. Moi, je fais partie d'une association dans le Gers qui s'appelle Solo, qui est en fait une association qui met en relation les solopreneurs du Gers. Okay. Qui est très bien d'ailleurs, ils ont un site avec un annuaire, etc. J'ai trouvé ça plutôt pas mal dans une zone rurale comme la nôtre, ça permet de se rapprocher et de se faire des connaissances. Et en fait, une fois par mois, ils font un atelier en présentiel sur un thème. C'est les solopreneurs qui viennent présenter leur activité, etc. Et ce jour-là, c'était sur les émotions au travail, la gestion des émotions, etc. Moi, forcément, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'on y voyait plein de biais psychologiques. Et en fait, c'est par mon interactivité avec la formatrice pendant la formation, parce que justement, je lui posais des questions en rapport avec le copie, etc., que la cliente, elle m'a trouvé tellement investie et intéressée par mon sujet qu'elle est venue me voir à la fin en me disant « j'ai du travail pour toi ». Et pareil, je lui ai fait, là pour le coup, un petit tunnel de vente avec lead magnet et compagnie, un e-book, tout ça. Et quelques semaines après, toujours par le biais de ce petit réseau et des apéros entrepreneurs du Gers, j'ai une cliente qui me contacte comme ça en me disant « Salut Jessica, on m'a parlé de toi, il me faut une page de vente dans 3 jours, tu me la fais ?» Et c'était dans quoi son activité? Alors elle, c'est pareil, c'était la gestion des émotions et en fait, elle connaissait la nana qui avait fait la formation et elles en avaient parlé ensemble, etc. Comme ça, tu vois. Et je lui ai fait sa page de vente et elle était hyper contente. Et pareil sur System.io, hein, franchement le truc basique, j'ai juste, alors moi en plus en design, j'ai juste repris les couleurs de son site, je lui ai demandé les codes couleurs, les polices, etc. Et bingo quoi, j'y suis allée, j'ai même pas réfléchi. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que si j'avais eu le temps, je suis même pas sûre que j'aurais accepté cette cliente parce qu'elle était dans un domaine que je maîtrisais pas, que j'aurais eu les fois, que je me serais pas sentie à la hauteur. Et là, c'est tellement arrivé, elle me dit j'ai besoin de toi, il me la faut pendant 3 jours, j'ai pas eu le choix, je l'ai fait et ça s'est super bien passé. Et derrière, ça donne de la confiance et ça ouvre aussi un réseau, quoi. Il y a pas. Mais oui, là, tout ce que tu dis, en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire, quoi. Et le truc de over-deliver une cliente, et du coup, naturellement, elle va en parler à ses proches. Et je le dis tout le temps, un footballeur, ses potes, c'est des footballeurs. Une thérapeute, ça va être des thérapeutes. Un coach, ça va être des coachs. Donc, en fait, si tu as un bon client qui est satisfait, naturellement, ça va se propager. Et la prospection, en fait, oui, il faut en faire un peu au début pour déclencher ça. Mais une fois que tu as fait ça, ça va se propager tout seul, entre guillemets, quoi. Et du coup, peut-être d'un point de vue chiffre, du coup, la première sur la gestion des émotions, la formatrice. La première avec le tunnel de vente à l'arrêt, elle était gestionnaire de patrimoine. Donc, tu vois, rien à voir. C'était un domaine que je maîtrisais pas du tout. Bon, là, j'ai eu plus de temps pour travailler l'avatar, etc. Et puis, elle maîtrisait bien son avatar en plus. Donc, on a travaillé là-dessus en collaboration. Diane, je l'avais facturé. Je crois que j'avais facturé 1 200 € pour un lead magnet et une page de vente, quoi. Vraiment. Ouais, mais ça va. Là, c'était la première cliente froide. Donc, ton premier client 900, puis 1200. Enfin, je veux dire, moi, je le dis toujours, mais mon premier client, il m'a payé 5 €, quoi. Donc, et Joseph, c'était 9 $ de l'heure. C'est ça. Mais non, mais c'était. Enfin, moi, j'y croyais pas, en fait. Hein. Et à chaque fois, j'allais voir mon conjoint, je lui disais, mais tu te rends compte, j'ai facturé 1 200 € pour ça. Il me disait, mais t'es folle ou quoi? T'as les compétences, t'as tout ça. Il y a des gens qui facturent beaucoup plus cher que toi. Arrête de te poser la question. Il faut vraiment que tu arrêtes de croire que tu factures ton temps de travail ou ce que tu factures, c'est ce que tu vas faire gagner à ton client en fait. Et ça, c'est plus du tout le même état d'esprit en fait. La page de vente en 3 jours, là, je lui avais facturé 500 € et elle a rien négocié du tout. Ça a été 500 € et voilà. Et ensuite, après, là, ce mois-ci, je suis un peu plus dans le creux parce que j'ai une cliente qui s'est décalée. Mais en fait, ça va se faire, c'est simplement qu'avec son compte, enfin, elle est en train d'ouvrir son compte professionnel, donc du coup, elle peut pas. C'est une logistique. Voilà, c'est une logistique. Mais pareil, là, je vais faire juste un site, enfin, des pages de vente sur un site, que je facture ça 3 550 €. Bon, il y a beaucoup de pages de vente en l'occurrence, parce qu'elle a plusieurs services, etc.
mais 3 550 € et elle n'a pas ça négocié. Ça fait un bon complément à la ferme. Ah bah oui, là pour le coup, et puis même le mois dernier, alors attends, j'essaye de me rappeler parce que du coup, finalement, avec le temps qui passe et tout, mais le mois où j'étais le mois où j'avais fait mon Giaconi là, je sais même plus pourquoi. Ah oui, si, à JFR, enfin la formation des juristes. Pareil, en fait, j'ai postulé sur le groupe. Oui. Le test, c'était une correction de VSL. Vu les bonnets qu'il y a sur le groupe, je m'attendais même pas à pouvoir être retenue pour ce poste, en fait. Et en fait, si. En fait, non seulement j'ai été retenue pour ça, et du coup, j'ai eu toute l'automatisation mail derrière. Et ça, c'était 2 000 € quand même. Enfin, même, 2 000 €. 2 000 €, sachant que après derrière, je lui ai... Le pauvre, je l'ai allumé en un mois. Parce qu'après, il m'a demandé du coup en plus une vidéo, le script d'une vidéo de présentation de la page de vente. Alors ça, tu vois, c'était... C'est-à-dire que sur sa page de vente, en haut de la page, tu as une vidéo un peu comme... Mais je vois ce que tu veux dire. Il m'avait donné quoi comme exemple de site qui faisait ça, justement ClickFunnels. Oui. ClickFunnels, ils ont une vidéo de présentation de leur truc. Et il m'avait demandé de m'inspirer de ça et donc je lui ai fait une vidéo de ce type, donc une vidéo humoristique mais qui reprend les grands axes de la page de vente pour les clients qui n'ont pas envie de lire en fait la page de vente. Et pour ça, je lui ai facturé 750 € quand même. Ouais. Bah ouais, mais c'est grâce aux ventes. Enfin, non, je lui ai facturé 500 € et du coup, la correction de la VSL, au départ, il voulait il voulait que je lui facture, même si j'étais pas prise. Je lui ai dit, non, en fait, c'est un test. Donc, si jamais je suis prise, je vous facturerai la correction, mais si je suis pas prise, il n'y a pas de raison que vous me payiez pour un truc que vous n'allez pas utiliser, quoi. Et je pense qu'il avait trouvé ça honnête aussi de ma part, de ne pas vouloir essayer de gratter de l'argent à tout prix alors qu'il s'agissait d'un test. Et donc, au final, dans le mois, j'ai fait, juste avec lui, plus de 3 000 €, quoi. Du coup, juste pour le contexte, pour les gens qui regardent, effectivement, des fois, quand on a des offres, on les met sur le groupe. Et comme ça, ça permet à des entreprises qui cherchent des copywriters, nous on le met. Et les copywriters qui se le sentent vont candidater. En l'occurrence, tu as été accepté. Et ça s'est bien passé. Et il m'a recommandé à un de ses amis, qui lui est infopreneur dans la vulgarisation de la biochimie. Oui. Voilà, et du coup, j'ai fait la correction de sa VSL aussi. Et après, là, il y avait tout un tas de trucs, mais il se pourrait que ça atterrisse sur le même type de contrat, en fait. Donc, en tout cas, ça démarre bien, parce qu'en termes de temporalité, là, si on peut se situer, quand est-ce que tu commences, que tu nous rejoins? Alors, moi, je vous ai rejoint l'été dernier, en juillet, je crois, fin juillet, quelque chose comme ça. Moi, je me suis immatriculée. J'ai lancé ma société au mois d'octobre dernier et dès le mois d'octobre, j'avais mes 900 € mon premier client. Et en fait, ça n'a fait qu'augmenter. Il n'y a que ce mois-ci, en fait, où là, du coup, ma cliente me décalant, j'ai eu une petite baisse de chiffre d'affaires, mais finalement, c'est juste décalé, en fait. Mais depuis octobre, ça fait quand même un paquet de mois où... où je suis passée de 900 à 1200, tu vois, et finalement, ça n'a fait que grimper comme ça. Et puis là, je suis en moyenne entre 3000 et 3500 € par mois. Ouais, c'est... bravo. Après, bon, c'est pas comme Lise, par exemple, tu vois, où c'est des contrats à longue durée. Il y a du récurrent, mais par rapport à ce que, par exemple, pour les formations juridiques, là, il y a des chances que je me charge des newsletters, mais ce ne sera pas forcément le même prix que d'avoir fait toutes les automations, etc. Donc c'est un petit récurrent derrière, mais du coup, quand tu additionnes tout, Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est la porte d'entrée, ça peut être un gros service, entre guillemets. Et la récurrence, on la trouve toujours. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui posait la question il n'y a pas longtemps sur le groupe, comment je peux faire pour avoir de la récurrence? Mais c'est les emails. Il y a pas... Bien sûr, il y a d'autres services pour ceux qui font de la pub où il y a besoin de toujours des nouvelles créatives, etc. Mais juste les emails, il faut en envoyer et toutes les semaines. Et encore, je le répète, mais ce week-end, j'étais dans un événement entrepreneur et je fais, nous, on envoie un email par jour ou allez, minimum 5 par semaine. Et c'est tout en mode, what, quoi, etc. Je fais, oui, les gars, j'aurais fait, moi, j'en envoie un par semaine, un par mois. Mais non, en fait, il faut en envoyer et en paquet. Et donc, c'est vraiment le service à vendre. Et pour les coups, même des gens qui sont éduqués, qui ont des beaux business, nul l'utilise pas. Et dès qu'ils l'utilisent, ils se disent « Ah ouais, c'est pas mal en fait ». En fait, je pense qu'ils décalent le problème, c'est qu'ils ont peur de saouler leurs clients
Tu sais, avec le prospect, alors qu'en fait, ce qui saoule, c'est pas la quantité de mails reçus, c'est la qualité des mails reçus en fait. Oui, et puis c'est pire d'en recevoir un comme un cheveu sur la soupe tous les 6 mois et dire c'est quoi ce truc, je l'avais oublié, plutôt que de créer une vraie relation. C'est ça. Et je pense vraiment que ça peut être presque addictif en fait, les newsletters, les bonnes. C'est addictif carrément, on passe pas à côté, on n'a pas envie de passer à côté. C'est une série Netflix. Ouais, c'est un peu ça, c'est le petit moment de la journée. On est ancré, qu'on le veuille ou non, hein, l'humain, ce qui fait qu'il s'est développé comme il s'est développé, c'est qu'il est ancré dans des habitudes, il arrive à mettre en place des habitudes qui… Alors nous, on n'a plus besoin de survivre à proprement parler, mais on a gardé ça ancré en nous, d'avoir besoin d'habitudes et de cadres et de petits rituels comme ça. Et je pense que la newsletter, ça peut être un bon rituel. C'est tellement puissant. En tout cas, encore bravo. Et par rapport à la ferme, du coup, si on refait le pont, est-ce que tu as pu mettre en place des actions qui te permettent de voir des résultats ou c'est encore un peu plus flou, ou tu es en phase de développement, de création? Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, mon profil LinkedIn pro, copywriter, en fait, comme j'ai fait, comme moi sur mon profil LinkedIn, alors même si je me suis pas nichée pour le moment, mon client idéal sur LinkedIn, c'est les acteurs du terroir et les artisans. Et en fait, le fait d'avoir fait le rapprochement des deux casquettes, et en fait la plupart de mes posts tournent autour de ce qu'il peut y avoir de points communs ou de pourquoi le copywriting et le maraîchage, et ben en fait ça me ramène plein de gens et finalement peut-être même plus en maraîchage, tu vois, qu'en copywriter. Et enfin, il y a des deux, mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes intéressées aussi par mes compétences de maraîchère et du coup ça éveille… Mais quoi qu'il arrive, même si effectivement nous ça va nous servir pour la newsletter parce que comme on fait en plus on va faire des paniers, de toute manière au minimum une fois par semaine on envoie un email avec les produits qui sont disponibles à mettre dans les paniers. Mais en plus, je pense que le but c'est aussi d'en envoyer au moins 3 par semaine en dehors des produits pour sensibiliser les gens à nos techniques de culture et leur faire comprendre pourquoi on le fait. Le côté éducationnel quoi. Ouais, c'est trop stylé. En vrai, il y a tellement de choses à faire, même des upsells, augmenter le panier moyen. Enfin, c'est des astuces toutes bêtes que j'imagine les maraîchers ne pensent pas à ça. Et en fait, on peut créer justement des packages, des order bumps physiques où tu vas ajouter, est-ce qu'en plus vous voulez, je sais pas, ce jus de citron, je sais pas quoi. Et en fait, il y a toujours moyen d'ajouter du marketing partout. C'est ça. Et je pense qu'à terme, tu vois, l'histoire de Rodrigue, elle m'a quand même beaucoup inspirée parce que nous, on a la chance d'avoir un étal à la ferme en fait, donc de pouvoir faire un marché sur notre ferme. L'ancien proprio avait lancé ça pendant le Covid parce qu'il n'y avait plus de marché physique, on n'avait plus le droit de se réunir dans les marchés machin, donc il avait fait ça à la ferme. Comme c'était une propriété privée, on ne pouvait pas l'empêcher de le faire. Il était rentré dans les failles et il l'a conservé parce que ça fonctionnait super bien, les gens étaient vachement demandeurs. Et en fait, l'avantage de ce petit marché à la ferme, c'est de faire venir plein d'autres producteurs en fait pour que ce soit un vrai marché en fait, que les gens ils viennent pas juste acheter leurs légumes, ils peuvent repartir avec la viande, le pain, le lait, ce que tu veux. Et je pense à terme que le coup de Rodrigue, le bingo qu'il avait fait, en fait, je pense qu'à terme, on fera ça, quoi. En fait, des paniers qui vont au-delà de nos propres produits, mais vraiment un package avec, s'il faut, les terrines. On a même fait une collaboration avec la fumaison, ça s'appelle. C'est du poisson fumé dans le Gers. C'est un Écossais qui était venu faire ça, qui a transmis toutes ces techniques. Et qui a laissé son entreprise à ses employés en fait. Ils en ont fait une espèce de coop. Ils ont tous repris des parts sociales de la boîte et ils ont gardé les techniques et du coup on a du saumon fumé comme en Écosse dans le Gers. C'est un truc de fou quoi. Le truc est improbable. Totalement improbable. Et eux ils étaient intéressés justement pour qu'on marie nos produits en fait pour les proposer ensemble et tout. Et je pense que là, le copywriting va prendre tout son sens quand on fera vraiment du package et notamment aux fêtes de Noël, tu vois, aux grandes célébrations. Non, il y a des trucs à faire, même des ads au niveau local, tout simplement. Tu vois, même à 5 € par jour de budget sur un rayon local, je pense que ça peut vraiment marcher pour attirer, pour le coup, des leads qui vont acheter, visiter. Pourquoi pas, je sais il y a tellement de possibilités de faire des fermes pédagogiques, etc. Enfin, il y a de tout, quoi. Ouais, et puis c'est ça aussi le côté éducationnel du copywriting, c'est qu'en démontrant notre expertise dans notre domaine et en faisant en fait en quelque sorte un build-in public, derrière nous l'idée c'est vraiment aussi
de promouvoir ce type d'agriculture et de lui permettre de se développer en France. Donc en fait, nous, on aimerait être un pôle de formation physique, en fait, tu vois, où tous les gens qui veulent se lancer, ils viennent en stage réellement à la ferme, parce que c'est bien beau. Là, pour le coup, la pratique plus que jamais est nécessaire, quoi, tu vois. En copywriting, c'est essentiel, mais même quand tu pratiques en maraîchage, tu vas être soumis à des aléas qui sont indépendants de ta volonté. Bien sûr, le climat, tu vois, la nature, quoi, tout simplement. Donc, le fait de mettre les mains dans la terre avant de te lancer, nous, on aurait aimé le faire, parce que nous, pour le coup, même si mon conjoint était salarié agricole, cette technique-là, on ne l'avait jamais expérimentée avant d'arriver sur la ferme. Et au-delà de ça, même les méandres de l'administration française pour s'installer, tu vois, donner des conseils sur quoi lancer avant quoi. Enfin, débrouille-toi de la MSA avant la DDT, par exemple. Tu vois, c'est des trucs comme ça, mais qui, quand tu te lances, tu as autre chose à penser. Et franchement, si tu peux te soulager de ça. Et ça, je pense que le copywriting va être une force de frappe énorme. Donc le projet, c'est ça, c'est bien sûr là de lancer l'activité côté ferme, la développer, continuer du coup le copy à côté, ou tu souhaites stopper? Non, j'arrêterai pas du tout. Ok. Du coup, effectivement, il y a sans doute des périodes où je pourrais prendre moins de clients parce que le rush de la ferme fait que. Mais malgré tout, et même si je dois bosser le soir, même si je dois… Non, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie d'arrêter. J'ai trouvé un équilibre en fait entre les deux. Oui, et puis c'est ça. Si tu as des moments plus plats, j'imagine il y en a dans l'année. Tu viens compenser. Quand il pleut des cordes, on ne peut pas trop faire grand chose dehors, quoi. Donc, Ok. Et à terme, lancer un organisme de formation à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, j'aimerais bien, mais franchement, c'est pour ça que tu vois le premier pied avec l'Institut du jardinier maraîcher. Pour moi, c'est une grande victoire, parce que ça pourrait nous permettre une collaboration, tout simplement. Oui, mais totalement. Et avoir un réel pied-à-terre physique de formation en France, quoi. Du coup, peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil du coup à la Jessica de l'été dernier ou d'il y a quelques mois, que je sais pas, quelque chose que tu aurais fait plus rapidement justement, ou une erreur que tu as pu faire, ou au contraire une bonne pratique que tu as mis en place dès le début et que tu voudrais recommander aux gens qui nous écoutent? Alors déjà, vraiment poser votre cerveau. Ça, moi, ça a été compliqué, mais ouais, pour le coup, c'est pas bullshit de dire arrêtez de trop réfléchir, appliquez ce qu'on vous dit. Et après, vous aurez tout le loisir de réfléchir à comment vous voulez mettre les choses en place et comment développer votre créativité à vous. Mais pour pouvoir transcender les règles, il faut connaître les règles à la base. Il n'y a pas de secret. Donc, posez le cerveau, vous ne posez pas trop de questions, appliquez bêtement ce qu'on vous dit, et à force d'intégrer les choses, naturellement, votre cerveau va se poser les bonnes questions au bon moment, et là, ce sera utile en fait. Mais c'est l'erreur des débutants que je vois, c'est de vouloir réinventer la roue pour le coup, et ce que tu dis, appliquer bêtement. Et ça, on le disait dans un message de vente, je ne sais pas si on le dit toujours ou si on l'a enlevé. Et même moi, je me disais, merde, c'est péjoratif, on leur demande d'être juste, tu poses pas de questions, tu fais ce qu'on te dit et tu verras, ça marche. Et en fait, c'est vraiment ça, quoi. Et bien sûr, comme tu dis, après, bien sûr, on peut intellectualiser le truc, faire ses petits tests, ajouter sa sauce. C'est ça. Mais pour démarrer, on fait, je sais pas, c'est comme le permis de conduire, quoi. Tu vas pas chercher à commencer avec la 5e, quoi. Non, tu commences avec la 1 comme tout le monde, et voilà, quoi. C'est ça. Et même si intellectualiser, je pense que dans cette activité, c'est essentiel, parce que pour comprendre réellement, pour faire du long terme et pour se démarquer, ça va être justement une compréhension fine des stratégies qui sont mises en place, etc. Mais pour comprendre la finesse de ces stratégies et pouvoir les articuler vraiment de façon, je dirais, qui vous colle le mieux en fait, il faut les appliquer à la base. Ouais. Non, mais en tout cas, je suis très content d'avoir fait cette vidéo, parce que tu as débunké tellement de croyances ou d'objections chez les gens, et on montre que c'est possible en étant mère de famille, en prenant des risques. Enfin, je veux dire, tu n'avais pas la situation la plus simple, en se lançant dans des niches qui paraissent improbables entre guillemets. Et en fait, non, tout est possible. En gros, la morale que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est tout est possible à la personne qui est prête à faire les efforts et à être à 100% dedans, et bien sûr à bien faire les choses. Parce que c'est quand même, on l'a évoqué, tes clients sont contents et ça s'est toujours bien passé, etc.
mais parce que justement, tu as pris cette décision à la base, quoi. Ouais. Et le dernier point, peut-être qu'on n'a pas évoqué, l'entourage, où pour le coup, tu as eu la chance d'être bien entouré, je pense, avec ton mari, où comme tu dis, ouais, j'ai fait facturer 1200, il dit, mais non, limite, c'est rien, tu vois. Et quelqu'un qui n'aurait pas le bon entourage ou qui serait tout seul, il pourrait pas discuter de ça et il pourrait un peu se morfondre ou avoir un côté plus négatif. Ça, c'est peut-être le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment si vous n'avez pas un entourage comme le mien et que vous doutez de votre prix, vraiment, la base, c'est de prendre conscience de ce que vous allez faire gagner à votre client et pas du temps ou de la compétence que vous allez vous donner sur ce projet-là. C'est vraiment le retour sur investissement. La valeur qu'on offre, quoi. C'est ça. C'est que pour lui, ça reste un investissement, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est pas du tout de la pure perte. C'est pas, il le fait parce qu'il sait qu'il gagnera de l'argent derrière. Et s'il continue à le faire, c'est qu'il gagne de l'argent derrière. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. C'est du win-win, en fait. Ouais, non, mais c'est ça, on vend la valeur. Et du coup, pour les gens qui veulent te suivre, j'imagine, c'est toujours comme ça qu'il y en a qui vont peut-être t'envoyer des messages. On leur met ton LinkedIn Ouais, mon LinkedIn, c'est le même nom que sur le groupe. Ouais, ok. Bon, je mettrai le lien. Et la ferme, juste pour. Ouais, mais s'il y a des gens. C'est un petit clin d'œil à Justine. Justine, c'est pour toi. Ma ferme s'appelle la ferme des semis-croustillants. Voilà, c'est dit, c'est acté. Il y a une ref. La ref, c'est Kaamelott. Okay, les semi-croustillants, okay. Perceval et Caradoc. Okay. Et avec mon homme, comme on est un peu Perceval et Caradoc, on s'est dit que ça collait très très bien à la ferme, quoi. Donc la ferme des semis-croustillants. Bah voilà. Et il y aura bientôt les réseaux. Pour le moment, j'ai pas encore ça, j'avoue, les réseaux sociaux, tout ça, comme j'ai pas tellement, j'aime pas trop montrer ma tête de manière générale. Ouais, ok. Mais c'est en train d'être fait. On est déjà trouvable sur Google Maps, tout ça. Ouais, ok. Les gens qui sont dans le coin, ils peuvent y aller. Ceux qui veulent devenir copywriter, s'ils ont des questions, ils t'envoient un message. Et s'ils veulent passer à l'action, il y a le lien en description, petit CTA. Mais encore merci pour tous tes conseils, pour ton temps. Et j'espère que vous allez en extraire de la valeur. Appliquer, re-regarder, comme ça en plus on augmente le watch time. Et cette fois, vous listez tous les conseils. Ouais. Et à cœur vaillant, rien d'impossible. Ça, c'est aussi un. Si vous voulez y arriver, vous y arriverez, il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais c'est 100% aligné avec ça. J'imagine déjà, là, je vais mettre un petit fond noir avec une police un peu stylée où il y a ta citation.